Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être fidèles à notre rendez-vous santé du jeudi. Alors que nous vivons depuis plus d'un an une épidémie mondiale qui devrait nécessiter une coopération internationale totale, que des vaccins extraordinairement efficaces ont été mis au point en un temps record, nous sommes obligés de constater et de subir une pénurie d'approvisionnement qui, en ralentissant la vaccination, éloigne la sortie de crise qu'on pouvait envisager prochaine et favorise l'émergence de variants anglais, sud-africains, brésiliens, plus infectants et peut-être moins sensibles aux vaccins actuellement en notre possession. Une course de vitesse s'est donc engagée entre une vaccination qui aurait gagné à être rapide et massive et l'émergence d'une épidémie dans l'épidémie qui obscurcit quelque peu l'horizon. Avec nous pour faire le point sur cette situation complexe, en comprendre les conséquences, en envisager les tenants et les aboutissants et les solutions nécessaires, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir le docteur Anne Sénéquier, pédopsychiatre, fondatrice et co-directrice de l'Observatoire de la santé à l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégiques. Docteur Sénéquier, bonjour. Bonjour, docteur Rafal. Avant de parler de la pandémie et des problèmes d'approvisionnement et de distribution des vaccins, je souhaiterais profiter de votre double casquette professionnelle, excusez cette familiarité, pour que vous nous expliquiez d'abord les répercussions de ce long épisode sur la santé mentale des enfants dont vous continuez à vous occuper au quotidien. Les enfants sont tous plus ou moins impactés par ce qui se passe. Alors bien sûr, chaque situation est différente et on va avoir des réactions complètement opposées dans les familles qui ont été touchées par la maladie, voire par le deuil, et d'autres qui n'ont qu'à, entre guillemets, gérer les mesures barrières et le confinement. Malgré tout, on voit une constance. Il y a eu un changement, généralement plus un changement au niveau des comportements, quand l'enfant ne verbalise pas, peut-être pas encore, ou n'arrive pas à mettre des mots dessus. On a eu beaucoup de changements de comportement, du style des enfants qui étaient propres, qui ne l'étaient plus, des crises, des troubles du sommeil, des choses dont on n'arrivait pas à mettre les mots dessus et qui finalement ont pu, à force de travail, être verbalisés. Donc tous ont eu un impact de manière générale. Ce qu'il faut se souvenir aussi, et ce qui s'est passé au printemps, c'était la collusion des sphères privées, scolaires et professionnelles aussi pour les parents dans un même lieu, c'est-à-dire la maison qui était un lieu de refuge et un lieu de loisir et qui est devenu du jour au lendemain finalement une association de ces trois espaces où il y avait le temps des adultes, mais il y avait aussi l'espace des enfants. Et ça a été très compliqué à gérer au sein des familles. Donc on a eu aussi à gérer pas mal de dynamiques familiales qui s'en retrouvaient grandement affectées. Après, les enfants sont très résilients, ils sont réceptifs aussi à ce qu'on peut leur dire, et ils arrivent très bien lorsqu'on leur explique avec une manière ludique. Il y a eu des petites chansons, il y a eu des petits livres qui ont été faits, et du coup ils arrivent. Je vous coupe alors, parce que vous avez sorti un livre dont on reparlera peut-être plus tard, et qui plaisir. Maintenant va être en vente, voilà, qui s'appelle Luce et l'invasion des virus au petit kiwi. Oui, celui-ci sort le 9 mars, mais c'est vrai que l'année dernière, il y avait des petites vidéos, des petites chansons qui permettaient aux enfants de pouvoir parler de la Covid sans pour autant en avoir peur et commencer à intégrer les mesures barrières. Et ça, c'était très pertinent parce que ça permet de faire passer des messages aux enfants, d'expliquer vraiment les choses qui sont importantes sans pour autant générer de la peur. Concrètement, les enfants où il y a eu beaucoup d'angoisse, c'est généralement des familles qui n'ont pas réussi ou qui n'ont pas eu la capacité, du fait peut-être d'avoir été touchés aussi par la pathologie, de faire passer les messages sans angoisse aux enfants. Quand quelqu'un est malade, dans l'entourage, on en parle, on n'en parle pas, on parle de la mort, à partir de quel âge ? Tous les âges, finalement, un enfant va conceptualiser la mort de manière différente. S'il est tout petit, jusqu'à 11-12 ans, on a une dynamique justement de ce qu'est la mort. Chez les tout petits, la mort, c'est pas une fin en soi, c'est un arrêt et on recommence. On meurt, on se relève et on recommence. Donc c'est quelque chose qui est très abstrait, mais la maladie, bien sûr qu'il faut en parler avec des mots simples et ne pas non plus trop anticiper. On parle au fur et à mesure que les
les événements arrivent. Et si on doit arriver effectivement jusqu'au deuil, de toute façon, il n'y a pas d'autre solution que d'en parler aux enfants, bien sûr. Voilà, je vous propose d'en reparler ensemble d'ici quelques semaines, Avec plaisir. si vous êtes d'accord, et on va aborder bien évidemment la situation pandémique et le problème des vaccins. Alors on avait le sentiment d'être presque tiré d'affaire avec une campagne de vaccination qui enfin démarrait, à un rythme certes un peu lent, mais qui démarrait. Et puis, en fait, les épidémiologistes commencent à tirer la sonnette d'alarme, prévoyant pour la première semaine de mars le décrochage d'un plateau haut duquel nous ne bougeons pas depuis 3-4 mois. C'est vrai que finalement, cette deuxième vague, elle n'est jamais vraiment terminée. Je parle en France, mais en Europe aussi de manière générale. On a, par rapport à ce qui s'est passé au printemps, fait un confinement plus léger et moins long. Au printemps, on avait 8 semaines d'un confinement strict. Tout le monde était soit en télétravail, soit en chômage technique, les écoles étaient fermées. Donc il y a vraiment eu une rupture des chaînes de transmission qui nous a permis au 11 mai de sortir avec une circulation du virus vraiment très basse, qui permettait finalement, avec une vigilance de la population, de maintenir des niveaux très bas. Ce qui s'est passé à l'automne, c'est qu'on a eu un confinement, encore une fois, plus léger, moins long, avec à la sortie du confinement des chiffres qui étaient encore hauts et où on avait pris finalement cette habitude en sortant du confinement. On s'est un peu refait ce qui s'est passé au printemps. On est resté vigilant, sauf que la vigilance ne suffisait plus et qu'aujourd'hui, avec des chiffres pareils, où on est encore avec 22 000 parfois de nouveaux cas par jour, on a 288 décès au quotidien, on a besoin d'être au-delà de la vigilance. L'évitement reste nécessaire. Mais aujourd'hui, on n'est plus dans cette première vague. On a la nécessité de jongler, avec l'économie, avec l'éducation, la pédagogie, parce qu'on a vu un énorme décrochage des enfants, ne serait-ce qu'en France, au niveau des écoles. Au niveau du psychisme aussi, on a les Français qui vont mal, et il faut le prendre en considération. Et bien sûr, l'économie. Donc il faut jongler avec tous ces déterminants-là aujourd'hui pour faire des choix. Le choix aujourd'hui a été essayer de ménager la chèvre et le chou, si j'ose dire, et ce qui fait que aujourd'hui on navigue avec ces chiffres qui sont très hauts et on prend l'habitude d'avoir ces 22 000 nouveaux cas par jour, on prend l'habitude d'avoir ces quasi 300 décès par jour, mais on n'est pas bon sur le long terme. Par rapport à certains pays, je ne parle même pas de l'Asie, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, qui ont, eux, opté pour le zéro Covid, on a le sentiment que certains pays européens sont vers le bas Covid. Ces pays-là, effectivement, ont fait le choix drastique de réagir dès les premiers cas, ce qui s'est passé par la Chine. Et à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on disait que ça ne pouvait arriver que dans des pays autoritaires et que les droits de l'homme étaient un rempart face à ce genre de mesures. Il s'avère qu'aujourd'hui, dans les pays stratégie zéro Covid, et même l'Islande, plus proche de nous, la vie reprend son cours. Et aujourd'hui, on les regarde un peu avec envie d'avoir des concerts, d'avoir une vie sociale, culturelle, quasi comme avant, si j'ose dire. Mais il y a eu des efforts qui ont été faits dans ces pays-là qu'aujourd'hui, on n'a pas été capable de penser, que ça soit l'application anti-Covid, qui a été très peu téléchargée en France, parce qu'on ne voulait pas être géolocalisé, ou on ne voulait pas être ceci, cela. On a opposé beaucoup de concepts à des outils qui étaient possibles. Et finalement, aujourd'hui, on se retrouve dans cette situation à plateau haut, avec des demi-mesures qui sont lassants et navrants pour tout le monde, puisque on a un couvre-feu national à 18h, on a un couvre-feu du week-end dans certaines régions de France. Mais aujourd'hui, cette habitude de garder des chiffres hauts et cette habitude justement d'être dans la demi-mesure ne nous permet pas d'envisager une amélioration rapide. D'autant plus que les variants de la Covid prennent de plus en plus d'ampleur et sont sur 10 départements en France à plus de 50% pour le variant V1 d'origine anglaise. Les épidémiologistes, les infectiologues disent qu'actuellement on ne peut pas tracer, isoler quand il y a 20-30 000 cas par jour. Alors comment on sort de cette situation ? On va parler bien sûr du vaccin, mais là votre sentiment à vous ?
Le vaccin aujourd'hui ne suffira pas pour sortir de la situation de maintenant, puisqu'on a moins de 4% de la population française vaccinée, donc on oublie cette idée pour le ici mais maintenant. Aujourd'hui, on a besoin, encore une fois, d'être dans l'évitement. Et on n'a peut-être pas besoin non plus d'attendre que le gouvernement décrète un confinement. On est tous acteurs de santé aujourd'hui et on a tous cette responsabilité le matin en se levant, en voyant comment va se passer notre journée. Est-ce que j'ai besoin d'aller faire les soldes dans les magasins bondés? Est-ce que c'est pertinent d'inviter 10 copains à la maison? Est-ce que ça serait pas mieux d'en inviter 2 ou 3? L'idée, c'est pas de ne plus rien faire, mais c'est d'adapter le quotidien. Et on a beaucoup parlé de cette nouvelle normalité dont on voulait tout sauf l'entendre, mais aujourd'hui on est clairement dedans. Donc c'est pas juste on ne fait plus rien. On adapte la situation aujourd'hui pour continuer à faire les choses tout en ménageant les choses. Et quand j'entends il y a beaucoup de restrictions, par exemple la fermeture des stations de ski avec les remontées mécaniques n'ont pas été comprises. Aujourd'hui, ces remontées mécaniques ont été fermées parce que les hôpitaux des régions alpines ne pouvaient pas générer l'afflux des traumas qui sont générés par les sports d'hiver. Et il y a des stations d'hiver qui mettent en place des taxis pour amener les gens sur les pistes, parce que les remontées mécaniques ne fonctionnent pas. Quand on dit on va faire un confinement de week-end, on entend les gens je vais aller dans l'arrière-pays, dans ma maison de campagne, et puis je vais continuer à faire ce que je veux. Voilà. Donc en fait, on cherche des stratégies pour contourner la contrainte, mais ce qu'on comprend pas, c'est que la contrainte, elle est là pour nous protéger, elle est pas là pour nous contraindre, même si malheureusement, effectivement, elle est un peu plus liberticide que si on pouvait faire ce qu'on veut, bien sûr. On s'est abrité derrière des chiffres qui pouvaient paraître rassurants, qui ne l'étaient pas, et une décrue partout dans le monde. On voit 19%, et j'ai vu la semaine dernière des images de New Delhi qui étaient proprement incroyables, parce que ils n'ont pas vacciné, mais on a l'impression qu'un Deus ex machina est passé, a résolu le problème, donc tout le monde rêve. Si seulement, ce serait pas mal. C'est vrai qu'il y a un déclin au niveau mondial, c'est une bonne nouvelle. Il faut le regarder quand même du niveau un peu plus global. Il y a déjà eu plusieurs phases de décroissance au niveau global sur l'épidémie. C'était vrai un peu en avril, mi-août et mi-décembre aussi à minima. Aujourd'hui, ça fait 4 semaines au niveau des cas et 1 semaine au niveau des décès qu'on est sur la décroissance au niveau global. C'est une très bonne chose à voir, toujours sous la coupe et la menace des nouveaux variants. Ce qui se passe en Inde, effectivement, on a une courbe ascendante jusqu'à mi-septembre et qui redescend en forme vraiment de courbe gaussienne, vraiment très typique. Et donc il y a plusieurs questions là-dessus. Il y a la question des chiffres. Est-ce que vraiment les chiffres officiels sont les chiffres réels? Et ça, c'est vrai en Chine, c'est vrai en Inde également. Et après, on a effectivement eu des études de sérologie faites dans la ville de New Delhi où on retrouve quasiment une personne sur 2 qui sécrète des anticorps. Donc très probablement, les chiffres ont été beaucoup plus importants. Et on pourrait avoir, sans parler d'immunité collective, parce que pour l'instant, 50%... Immunité naturelle en tous les cas, un assez grand nombre de personnes ont été déjà touchées pour éventuellement émettre l'hypothèse que ça permette de diminuer le nombre de cas. D'autre part, on a une population très jeune également qui permet aussi d'avoir des formes plutôt asymptomatiques et des formes modérées que des formes graves. Donc aujourd'hui, pas mal d'hypothèses. C'est quelque chose sur laquelle il faudra revenir avec d'autres études pour voir un petit peu ce qui se passe vraiment, parce que c'est intéressant comme courbe, et chaque pays va devoir passer un peu au microscope pour savoir comment se sont passées les choses. Beaucoup d'espoir était mis dans les vaccins. Donc, le péché originel, je dirais, probablement l'achat des vaccins par l'Union européenne, parce que, bien évidemment, on a des problèmes de logistique, mais on a aussi des problèmes d'approvisionnement. Oui, on a des problèmes d'approvisionnement. Disons qu'on s'est réveillé un petit peu tard, tout simplement, parce qu'on a fait partie, l'Union européenne, de cette agence internationale qui, au début de l'année 2020, proclamait le vaccin bien commun de l'humanité. Donc, il était clairement établi qu'en vaccinant
toutes les personnes vulnérables au même moment, on aurait un impact plus important, autant au niveau sanitaire qu'au niveau économique, mais on reviendra plus tard là-dessus, que de privilégier les États riches dans un premier temps. Ce qui s'est passé, c'est que Sanofi, à un moment donné, a déclaré que lorsqu'il trouvait un vaccin, les États-Unis seraient prioritaires, ce qui a fait peur un petit peu à tout le monde. L'Angleterre s'est dépêchée de précommander des vaccins sur son AstraZeneca, et du coup les États-Unis aussi, et l'Union européenne qui derrière s'est dit il faut qu'on y aille aussi. Donc il y a eu un emballement progressif qui fait que toutes les puissances occidentales et qui avaient les moyens ont passé des accords bilatéraux avec les grands laboratoires. C'est vrai que l'Union européenne a privilégié les vaccins qui étaient fabriqués en Europe. Le prix et la proximité, quoi. Oui, le prix et la proximité, et puis aussi la peur de la pénurie sur le moment. Donc on n'avait pas anticipé effectivement les variants, on n'avait pas anticipé les problèmes de fabrication. On a été un petit peu naïf sur la chose, parce que en gros, des vaccins qui pour l'instant sont tous à 2 doses, c'est 15 milliards de doses qu'il faut sortir. Donc évidemment, on ne peut pas attendre d'une industrie qu'elle nous sorte 15 milliards de doses en 2 mois, ou même à 360 millions pour l'Europe en si peu de temps. Alors on disposera en France de 5 vaccins d'ici cet été. Est-ce que vous pensez qu'on peut être dans les chiffres qui ont été avancés, c'est-à-dire 8 millions de vaccins fin mars et peut-être 20 millions d'ici cet été ? Il y a une task force qui a été mise en place au niveau européen, justement pour contrecarrer cette pénurie de fabrication, et travailler justement pas à l'échelle française, mais à l'échelle européenne. Et il me semble que c'est le bon focus en termes de régionalité, dans la mesure où aucun pays en Europe n'est capable de fabriquer la totalité du vaccin. Et du coup, il faut mutualiser les forces industrielles de chacun pour pouvoir justement augmenter les lignes de production, et c'est ce qui est en train d'être mis en place. Donc on peut être optimiste, oui, sur une accélération de la force de production des vaccins. On regarde aussi hors des frontières européennes pour voir les vaccins qui sont disponibles. Pour l'instant, on avait effectivement tablé sur les vaccins ARNM américains, sur l'AstraZeneca, et on avait un petit peu boudé les vaccins non occidentaux, le Gamaleya de la Russie, les vaccins chinois également. Il s'avère que le vaccin russe a été un petit peu adoubé par The Lancet il y a une semaine ou deux, en disant que l'efficacité était jusqu'à 94%. Donc ça change la donne, et on a vu effectivement l'Union européenne se poser la question de savoir si ça serait pas intéressant d'avoir aussi ce vaccin-là pour diversifier le portefeuille finalement des vaccins, d'autant plus qu'il en manque, donc on va les chercher là où ils sont. On pourrait accélérer ces procédures d'autorisation, ou c'est très compliqué ? C'est compliqué au niveau européen. Ce qui accélérait vraiment les choses, c'est que les laboratoires donnent toutes les données nécessaires à l'OMS, parce que l'OMS valide également ces vaccins-là. Et à partir du moment où ils sont validés par l'OMS, ça réduirait en temps et en logistique de manière drastique toutes les validations au niveau régional et national. Sauf que les laboratoires sont très très réticents à fournir leurs données. Les laboratoires sont réticents, c'est vrai. Alors, je voudrais, docteur Sénéqué, parce que le temps passe très très vite, qu'on dise un mot sur le nationalisme, en fait, avec des chiffres qui sont des chiffres terribles. Vous déclariez en janvier, là, sur France 24, qu'il y avait eu 30 millions de vaccinés dans les pays riches et 25 personnes dans les pays pauvres. Or, il est fondamental de vacciner l'ensemble de la population mondiale. Il est fondamental, et effectivement, une étude de rapport publiée dans le Global Goalkeeper de la Fondation Bill et Melinda Gates rapporte qu'en vaccinant la totalité des personnes vulnérables à travers le monde, on aurait une réduction des décès dus à la Covid de 66%, qui revient à 33% seulement si on fait une vaccination des pays riches en premier lieu. Et c'est ce qui est en train de se passer. Il y a eu effectivement cette déclaration de vaccin bien commun de l'humanité. On a vu ce qu'elle en est devenue. Les pays riches ont acheté leurs vaccins, et bien souvent, bien plus au-delà que leur population. On parle beaucoup du Canada qui a acheté entre 5 et 9 fois de doses supplémentaires par rapport à sa population. C'est vrai dans d'autres pays également.
J'ai lu une déclaration du directeur général de l'OMS qui disait les pays riches, 10 pays dans le monde qui représentent 16% de la population mondiale, ont acheté près des 2/3 de la production mondiale, espérant vacciner les 3/4 de leur population. Et pendant ce temps-là, les pays pauvres espèrent vacciner 20% de la population d'ici fin 2021. Oui. Mais ça, c'est à travers le système COVAX qui est financé par justement tous les pays riches. Mais ça ne sera pas fait. Et on voit que finalement, tous les pays qui n'ont pas accès au vaccin aujourd'hui font des accords bilatéraux avec les vaccins non occidentaux, que ce soit la Russie, que ce soit la Chine, l'Inde, et où se joue finalement une nouvelle diplomatie qui va marquer les fondements de la diplomatie de demain, c'est certain. Et on voit aujourd'hui une sorte de fragmentation au niveau international entre les pays du Nord et les pays du Sud. Et je pense que très probablement, les pays du Sud se souviendront très bien de ça, et on risque de le payer très cher dans pas très longtemps. Avec des conséquences pour les pays pauvres qui sont terribles dans certains pays, sur les enfants dont vous vous occupez. Au niveau de l'éducation, il y a énormément d'enfants qui ne retourneront pas à l'école. Au niveau de l'économie, alors on dit que l'Afrique a bien résisté à la Covid, mais en fait l'Afrique a une crise économique aujourd'hui sans précédent, tout simplement parce que le travail informel ne fonctionne pas et que la diaspora aussi à travers le monde ne ramène plus d'argent non plus sur le continent, du fait que le travail est arrêté aussi dans les autres régions du monde. Donc il y a tout plein de déterminants aujourd'hui qui font que c'est une crise effectivement sans précédent qui marquera la décennie à venir. Votre message, c'est une nécessité impérieuse d'une solidarité internationale, bien sûr. Absolument, il n'est pas trop tard pour rectifier le tir et comprendre qu'une pandémie, la traiter de manière verticale et nationale, ça ne marchera pas. Même avec une stratégie zéro Covid au niveau national, on ne marche pas en autonomie. Notre économie même ne peut pas être autosuffisante. On a besoin du reste du monde pour fonctionner au niveau sanitaire, économique, diplomatique et sociétal. On peut dire que ça serait au plus vite, au plus grand nombre, partout dans le monde et pas seulement dans les pays riches. Absolument. Docteur Sénéquier, je vous remercie beaucoup. Avec plaisir. Et je vous donne rendez-vous si vous êtes d'accord d'ici quelques semaines. Avec plaisir. Merci beaucoup.